Bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa de la película Erwig, que está en competición oficial en la 69 edición del Festival de San Sebastián. Para hablar de la película tenemos aquí a 4 invitados. A Rómola Garay, una de las intérpretes de la película, a Lucille Halilovic, que es co-guionista y directora de la película, por supuesto, a Alex Lowther, otro de sus intérpretes, y a Geoff Cox, que es co-guionista de la película. Bueno, creo que vamos a empezar enseguida el turno de preguntas, pero quizá, antes de nada, estaría bien que Lucille nos introdujera un poquito a Erwig, que nos explique cómo o por qué se decidió adaptar una novela como la de Brian Catlin, que es un texto fascinante, pero también con muchos, que supone un reto muy grande, ¿no? Porque además, aunque es un texto ajeno, yo creo que conecta mucho con sus anteriores películas, ¿no? Bon, je vais parler en français alors. En fait, j'ai lu le roman de Brian Catlin grâce à Jeff, qui était un ami de Brian, à un moment où le roman n'était pas encore publié. Et évidemment, c'était un roman très, très fascinant, très riche, très, très mystérieux, et qui avait plein d'éléments qui me parlaient beaucoup, effectivement, qui étaient familiers. Mais ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'était que ça m'amenait vers un territoire que je connaissais moins, et surtout le fait que ce soit un personnage masculin, un homme adulte, qui soit le personnage central et pas l'enfant. Voilà, ça m'a plu beaucoup. C'était comme un peu le contre-champ de mes autres projets. Et aussi, ce qui m'a plu, bien sûr, c'est le côté extrêmement sensoriel, extrêmement des profondeurs, et le côté mystérieux, et le fait qu'il faille trouver un peu son chemin là-dedans soi-même. Il y avait le lecteur avait une part de liberté, voilà, qui m'a donné envie de trouver mon propre chemin, ma propre explication. Et bien sûr, l'histoire des dents, ces dents de glace, qui dans le roman était quelque chose de à la fois très abstrait et très fascinant. C'est pour commencer, voilà. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí ya, primera. Enhorabuena por la peli. Yo quería preguntar por el tratamiento del sonido y de la iluminación, que me han parecido súper especiales. ¿Cómo fue el trabajo para conseguirlo? Y luego tengo una curiosidad, a ver, quizá pueda equivocarme, pero en los títulos de crédito iniciales me ha parecido ver el nombre de Warren Ellis en la producción. No sé si he leído bien o qué Warren Ellis es, o si es que he leído bien, ¿no? Muchas gracias. Warren Ellis. Warren Ellis, en fait, oui, en fait, je lui avais demandé s'il voulait, avant le tournage, enfin voilà, on lui avait demandé s'il voulait faire peut-être de la musique pour le film, et je pensais d'ailleurs pas forcément à un morceau mélodique, mais à des textures sonores. Et Warren a dit oui, ça m'intéresse, mais je fais pas de la musique à l'image, voilà. Et en fait, avant le tournage, Warren m'a envoyé des morceaux, quelques morceaux que j'ai trouvé très beaux. Je savais pas très bien si j'allais pouvoir les utiliser ou pas, parce que mon idée n'était pas forcément de mettre beaucoup de musique. Et donc ces morceaux-là, et notamment celui que j'ai utilisé, celui-là m'a particulièrement plu parce que c'est un morceau qui a été composé aux ondes Martenot, contrairement aux autres qui étaient plus... et du coup, avec les ondes Martenot, c'était plus intemporel. C'était le morceau qui marchait le mieux. Et par ailleurs, ce morceau, notamment, m'a donné l'idée, en fait, que les moments où Albert, le personnage principal, regarde les vers et c'était des vrais moments de transe. Je trouvais qu'il y avait un côté de transe, en fait, dans ces morceaux.
et dans celui-là particulièrement, qui m'a donné l'idée de développer un peu plus ces moments où Albert regarde les vers et cette idée de mouvement. Voilà, donc en fait, Warren avait fait quelques morceaux. Finalement, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir toujours le même qui revient comme une ritournelle, et celui-là particulièrement parce qu'il avait un côté plus intemporel. Et du coup, ce morceau-là était composé en partie avec Augustin Viard, donc c'est pour ça qu'il y a les deux noms et pas juste le nom de Warren Ellis. Voilà. Et pour l'image, l'idée c'était donc il y avait un peu ce défi de tourner dans un appartement avec des volets fermés et aussi de tourner sans éclairage, de tourner un peu le film dans une espèce de pénombre un peu perpétuelle. Voilà, ce côté conte gothique où les choses se passent un peu dans l'obscurité, c'était une direction du film. Et Jonathan Rickbourg, qui est le chef opérateur du film, a relevé le défi de tourner sans éclairage dans un appartement aux volets fermés. Et je trouve qu'il s'en est très très bien sorti. Que ce qu'il a fait est très expressif et très beau. Et voilà. Et puis on voulait aussi tourner avec des plans fixes essentiellement. Donc c'est un peu comme presque des tableaux, quoi. Et quant au son, l'idée c'était aussi d'être assez silencieux. Donc dans le noir, en silence. Et en fait, ce silence a été beaucoup rempli par le travail de Ken Yasumoto, qui était la personne qui a fait le montage son du film, et qui, effectivement, on a joué sur les bruitages. On a essayé surtout de garder une sensation de silence qui amenait du mystère, notamment dans l'appartement. Après, ça devient un peu plus sonore, et même il y a des dialogues qui arrivent. Sí, tenemos allí una pregunta, sí, después. Primero, enhorabuena por la película. Estoy aquí. Cuando sabía que ibas a venir al festival, ya me impresionó. Ya dije, es un punto más fuerte para ir al festival. Porque si fueras jugadora de fútbol, estarías entre los mejores. París, Saint-Germain, estarías jugando allí. Eres increíble de buena, o sea, eres impresionante. La pregunta, hay dos. El bosque también está uno de los puntos tuyos, que también, aunque en Canarias también lo hiciste en la anterior, pero en este del bosque es uno de los enfoques que también te gusta mucho, ¿no? ¿Estaba en la historia misma o lo habías puesto tú en sí? En la parte del bosque y el palacio con el bosque en algunas secuencias que sale, ¿no? Y el segundo... Y el segundo, ¿cuándo elegiste a esa niña? Porque la interpretación de esa niña es extraordinaria. O sea, me impresionó. Y no es fácil trabajar con niños, o niñas. Así que en estas dos preguntas. No hay dos sin tres, No hay dos sin tres. Con eso te digo todo. Merci, j'aime bien la comparaison avec le joueur de football, c'est inattendu. Je vais dire à la petite fille qui n'a pas compris ce que vous avez dit, je pense, parce qu'elle ne parle pas espagnol, que... Ah mais oui, tu as entendu, Roman, voilà, le compliment qu'il t'a fait, que tu jouais très bien. Qu'est-ce que c'était la première question? Ah oui, la forêt. Il n'y a pas de forêt dans le film. Vous avez vu une forêt? Non, je rigole. Il y avait le parc. Oui, effectivement, il y a un peu de nature. Il y a un peu de nature dans le film. C'est un peu un moment, une échappée hors de ce monde très claustrophobique. Il est aussi assez claustro, le parc.
C'était dans le roman, oui, oui. Et ils allaient se promener dans le parc et elle tombait dans l'eau. Et puis, il y avait c'était pas forcément un château dans le roman, je pense, c'était une sorte de clinique dans un parc à la fin avec des allées. Ça, c'était dans le roman. Donc peut-être c'était des éléments qui m'ont plu aussi du livre. Voilà, mais pour une fois, c'était pas un film dans la nature, c'était un film dans une maison. On est enfermé, voilà, dans la tête d'Albert et dans sa maison et dans quelques décors qui finalement sont un peu comme ça difficiles à situer et comme des morceaux d'impulse. Voilà. No he comentado al principio que tenemos aquí en primera fila a Román Gemelars, que es la niña a la que te referías, la actriz infantil está aquí con nosotros, aquí bueno, que es fantástica. Teníamos una pregunta allí. Oh, hi, Lucille. Here, Rodrigo from Brazil. I have two questions. It's a very mysterious film, and we can define it in many ways. But I had the sensation I was watching a study about loneliness. We have a very lonely character dealing with the shadows of his soul. I would like to ask you to say a few words about that environment of loneliness surrounding the whole film. The second question is, I think it's impossible to watch a movie like that without thinking about Kafka. Kafka's literature was a reference to you at some point. Thank you. Oui, en fait, quand j'ai lu le roman, ça se passait entre les deux guerres. Et oui, bien sûr, ça m'a fait penser à Kafka, ça m'a fait penser à Robert Walser. Le roman se passait en Belgique et pour moi, c'était plutôt l'Europe centrale. Je pensais plutôt à Vienne et ce monde-là et à Freud. Voilà, puisque c'est une histoire de répression, enfin de passé, de souvenirs occultés. Et sinon, oui, oui, pour moi, ce film, c'est vraiment le portrait d'Albert qui est quelqu'un de très de seul, de confus, de très mal avec des choses de son passé qu'il a refoulées et une espèce sans doute de culpabilité qu'il a vis-à-vis peut-être d'un enfant qu'il a eu et qui lui revient sous la forme de cette petite fille. Et voilà. Quizá también podría trasladar esta pregunta a Geoff, que está aquí, que es co-guionista, y que nos también explique un poquito cuáles fueron los retos de adaptar esta novela. La novela es fascinante, como decimos, pero tampoco es fácil de llevar a la pantalla, ¿no? In what way challenging or difficult? Porque... No, I'm just... sí. Sorry. Yeah, I guess, could you hear me? Yes, yes. Yeah. I suppose it was deciding what to leave out and what didn't fit the story as it was becoming. It's a bit like reading the novel and then redreaming it, I guess. It's like that sort of thing, which was what we wanted to do, and that there were great things in the novel. It's a wonderful novel that weren't part of our Albert's world, our Albert's loss, our Albert's guilt, our Albert's desire. I don't think you can call it desire. Anyway, there were these things that we had to cut, and sometimes they were hard to cut because they were wonderful and they would make a wonderful other earwig. But I think at the same time it was also a joy, because it was as soon as Brian told me his first image for what became the novel, it was a very weird experience, because he had this image and instantly I thought about Lucille and thought, well, it's a film for Lucille, but he only had an image or two images. And so I said to him, well, this sounds like a film for my friend Lucille. And he then saw Lucille's films and was astonished, and he then wrote the book very quickly. And I gave it to Lucille, and so that's how it happened. But were there any particular challenges that...
Non, je voudrais aussi dire une chose, c'est que ce qui était génial avec Brian Catling, l'auteur, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui est écrivain, mais qui est aussi un artiste plasticien, qui fait des performances, qui est sculpteur, et il a un rapport très très ludique avec ce qu'il fait, et il nous a vraiment laissé libre de faire ce qu'on voulait. Et c'est ça qui était vraiment précieux et vraiment excitant, c'est qu'il a dit bon, je veux pas savoir ce que tu veux en faire, mais genre voilà, faisons vraiment ce que tu veux. J'ai dit mais je vais te trahir peut-être, et il m'a dit ah bah super, j'espère bien que tu vas me trahir. Et voilà, donc ça c'était ça nous a beaucoup libérés en fait, et voilà, et après c'était beaucoup un travail de concentrer sur certains éléments. Il y avait beaucoup de choses sur le passé d'Albert, et on a décidé de focaliser vraiment sur l'histoire de Marie, sa femme morte, et la question de l'enfant qu'il aurait eu avec elle. Et puis voilà, le reste c'était le présent en fait. Muy bien. Tenemos aquí delante otra pregunta, sí. Bueno, primero de todo, felicidades por la película. Y mi pregunta era para Alex, con respecto a la interpretación de su personaje, si se adaptó bien a Lawrence, si fue un proceso que marcó su carrera profesional, cómo te adaptaste bien. Muchas gracias. Thank you for your question. One thing I remember talking about with Romola when we first met on set in Brussels was that it sort of felt like we were stepping into Lucille's dream, and that we were characters in this sort of fever dream. And very quickly, with the locations in which we shot and the atmosphere that was to do with being outside in Brussels in autumn, or in these sort of smoky bars that we were shooting in, I was really aware of how thick the atmosphere was, and so I feel like it was just a matter of being in that environment, letting oneself be led through that environment by Lucille. It was a pleasure. Sí, quizá también Romola nos podría explicar un poquito cómo fue su experiencia, porque imagino que no es una película además que se basa, no tiene mucho diálogo, se basa más bien en otros recursos expresivos de los actores, ¿no? Entonces también en el caso de Romola, ¿cómo fue la experiencia? Yeah, well, I was familiar with Lucille's work, so I knew that it would, the kind of film that it would be. But I think, like, normally when you make a film and you're acting in it, you're sort of like foot soldiers in this enterprise, which is about representing the director's vision for what the film is about and pushing their point of view, and you kind of become part of this enterprise about like telling the audience like what they have to think about the world, But when you make a film with somebody who's interested only in having a like entirely democratic relationship with the audience, where like everybody can come and just exchange their ideas about what it is, and it's a much more communal experience. Your role as an actor is very different, and I think Lucille would very much allow us to bring our own experiences to, the creative work. And, as Alex was saying, as long as we were in the dream, we could be there for whatever reason we wanted to be. And that's a very unusual and very sort of democratic way of working. Teníamos otra pregunta ahí. Sí, tú. Ahí te llevan el micrófono. Sí. Bonjour, merci beaucoup pour le film. J'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que c'est un film peut-être obscur. C'est difficile à comprendre avec la première visualisation. Peut-être qu'il y a des rêves qui ressemblent de Edgar Allan Poe, je ne peux pas dire. C'était comment l'atmosphère entre vous sur les sets? Maintenant, vous souriez beaucoup et je peux vous voir content, mais
C'était comment l'expérience de faire ces sortes de films? Heureusement, on n'était pas le personnage d'Albert. On était nous, chacun d'entre nous, et on était plutôt dans la fabrication du film. Donc évidemment que l'atmosphère du tournage n'avait rien à voir avec le film fini. Après, c'est vrai qu'on a tourné un certain temps dans cet appartement, donc au bout d'un moment, on commençait un peu à étouffer dedans aussi. On a commencé, par exemple, par 2 jours de tournage à faire toutes les séquences de dents avec Roman. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très... comment dire, d'un peu lourd, un peu difficile, mais c'était pas comme dans le film, c'était plutôt toute la précision qu'il fallait arriver à avoir avec tous ces accessoires, avec elle qui avait une patience incroyable et une concentration très très forte pour rester comme ça pendant des heures, assise sur la chaise, à se faire tripoter la bouche par l'accessoiriste, par nous, des trucs comme ça. Voilà, après, il y a des décors qui nous donnaient une ambiance, une atmosphère. Quand on a tourné la scène du lac, c'était un très beau parc, donc c'était en automne, il faisait très froid, et il y avait quelque chose de très dépressif, si on veut, pas dans la fabrication, mais dans... Voilà, et d'avoir comme ça, évidemment pas Roman qui tombe dans l'eau, mais sa doublure, c'était quand même quelque chose de très fort. Donc il y avait des moments où, en tout cas personnellement, je ressentais quelque chose de l'ordre émotionnel, mais sinon dans la fabrication c'est complètement autre chose. Après, surtout, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a tourné ça, donc comme vous imaginez, pendant la période de Covid, et on était tellement heureux de pouvoir faire un film dans cette période tellement dure que ça donnait quelque chose, non pas de déprimant, mais au contraire d'excitant et de presque et de joyeux, quoi, en fait. Voilà. Et vous, what did you feel like you were a bit trapped in a world? I feel like it's such a pleasure to, because we were also in this COVID time, it was such a pleasure to be working, despite everything else. But you know, the first day I shot was with Romola, and it was in that park. And the next scene I worked on was in the bar. And I just, with this film, I kept coming back to how much of a pleasure it was to enter into these, really thick atmospheres. I can't really explain it any other way. And the set was very quiet and very concentrated, and that's such a pleasure as well, because you can keep working all day because it's focused and but also felt really essential to the scenes that were being played, when not, sometimes nothing is said between two characters, but there's something very strong, it feels, happening between them. So all of that led to making, I found, work as an actor much easier, actually. Yeah. And the sequences at the end, where Celeste is having the kind of simultaneous dream with Albert, and then obviously the final moment with the biting, like the experiences that it wouldn't be at all common to be at work and to be playing scenes that you think, I have my own understanding of this, but I'm not being told what it means. And so I think there's a tremendous level of mutual trust that happens in an environment where people are working in that way, which just is extremely uncommon. Ce qui était vraiment super, c'est que,
la difficulté d'une certaine façon, justement à cause des histoires de Covid, du fait qu'on tournait en Belgique, que Romola, que Paul, qui n'est pas là malheureusement, qui fait Albert, venait d'Angleterre, que j'avais pas pu vraiment les voir avant, ou très peu. On n'avait pas répété avant. On a travaillé plus avec Romane parce qu'elle a eu des essayages, on a eu le temps de se connaître, etc. Mais Romola, comme Alex, comme Paul aussi sont arrivés comme ça sur le tournage. Et puis c'était, voilà, on va se jeter avec eux dans ce monde-là. Et on n'a pas vraiment beaucoup parlé du film, ni répété, parce que je voyais pas tellement comment on pouvait répéter sans être dans le décor, dans l'ambiance. Et c'était plus une histoire de les mettre dans le décor avec les costumes. Et tout d'un coup, c'est comme un jeu dans un monde. Voilà, on crée un monde et avec eux, on va jouer à ce jeu d'Earwig et on va fabriquer ensemble quelque chose. C'était à la fois très dirigé et très libre. Et vraiment, par exemple, voilà, Romola parle des séquences de la fin. Quand on a tourné la scène où elle est dans sa chambre, où elle se met en transe, voilà, sur le papier, je me disais, oh là là, comment est-ce que ça va marcher, quoi. C'est un peu, ça risque d'être... Et puis, Romola, elle a fait quelque chose d'assez incroyable. Et on était, waouh, elle l'incarnait. Ou Alex, dans son personnage, sur le papier, il était un peu en arrière-plan, et tout d'un coup, il l'a fait extrêmement exister, et il amène une autre couleur dans le film, et voilà, et c'était... J'ai envie de dire que c'est un jeu, quoi. J'ai eu l'impression qu'on jouait à un jeu, donc effectivement, le résultat, il est un peu pesant et sinistre, je sais pas, mais il y avait... Voilà, il y avait... C'était... Ouais, on s'amusait... faut demander à Romane si elle s'est amusée, je ne sais pas, mais... Tenemos una pregunta aquí delante, en primera fila. Hola, buenas, gracias por estar aquí y enhorabuena por el producto. Mi pregunta gira en torno a la música porque Alex ha mencionado la atmósfera, un compañero antes ha mencionado el sonido y me parece bastante interesante el tema de la banda sonora, es de lo que más me ha llamado la atención. No sé muy bien si ha habido alguna indicación especial para la composición de la partitura, si viene de algún medio anterior, pero me parece que es una peli que ha cuidado mucho los detalles en ese sentido y la música es una de las cosas que hacen que te metas más en la película. Muchas gracias. Merci à vous. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'avais demandé à Warren peut-être s'il pouvait faire quelques morceaux sans être vraiment sûr de ce que j'allais pouvoir mettre. Je me disais, il ne faut pas forcément beaucoup de musique, mais il faut des textures sonores, comme il n'y a pas beaucoup de paroles, comme... je savais qu'il allait avoir un travail sur le son à partir de le son du frigidaire, le son de la lampe, des choses comme ça on a beaucoup travaillé plutôt qu'en termes de musique avec le monteur son, en fait, et la musique était un élément de ça. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait pas beaucoup de musique, qu'il fallait laisser ces décors exister, créer aussi un univers avec les sons qui n'appartiennent qu'à l'histoire, quoi. Donc les sons de la maison, de l'extérieur, il y a presque rien. Il y a les cloches d'une église, il y a le train, mais ça fait aussi partie de l'histoire de la narration. Enfin voilà, on a travaillé un peu comme ça, en partant on va dire, de quelque chose de très concret, de la réalité, en se disant quels sont les bruits de cette maison, quels sont les bruits dehors, etc. Et puis la musique, finalement, on s'est rendu compte que ça marchait comme un moment de transe, avec aussi une espèce de ritournelle, comme une berceuse presque. Donc on a utilisé ce même morceau sans arrêt qui revient, et c'était pas facile. Le monteur son, il a dit que c'était pas facile pour lui parce que comme il n'y avait pas beaucoup de sons, chaque son était... il fallait pas se tromper, quoi, en fait. Mais je trouve qu'il a effectivement très bien travaillé, qu'il a fait des choses très très belles. Et on a aussi travaillé avec quelqu'un qui nous a fait des textures sonores, comme des nappes sonores. Voilà, c'est pas de la musique vraiment, mais c'est des espèces une texture, quoi. L'idée, c'était d'avoir aussi de vraiment préserver une forme de silence dans la première partie. Voilà. Sí, tenemos aquí otra pregunta.
Hola, como ha dicho Rómola hace un momentito, o en su opinión, hay una forma en ti de dirigir muy democrática que afecta también al espectador. Yo como espectadora me he quedado muy fijada en el aspecto de los dientes. Los dientes desde que yo era pequeña simbolizaban la muerte en los sueños y quiero saber cuál es tu interpretación justamente de los dientes. Bah, je ne sais pas, mais exactement, je ne sais pas. Je croyais que je savais au début, avant de faire le film, puis en fait, au fur et à mesure, je savais moins. Mais en tout cas, ce qui m'a plu dans le roman, c'était le mélange de... Les dents, effectivement, c'est quelque chose de très vital, de très puissant, de très solide, quelque part. Et cette idée qu'elles seraient en glace et qu'elles pouvaient fondre, je trouvais que c'était une idée incroyable, en fait, et que le mélange des deux, c'est ça qui m'a donné envie de faire le film aussi. Et après, ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé à le fabriquer, donc on a travaillé avec un prothésiste qui a essayé de voir qu'est-ce que ça serait la texture. Si vraiment les dents étaient en glaçon, à quoi ça ressemblerait. Et en fait, quand il a fait ça, on s'est rendu compte que les dents, elles ressemblaient presque à des dents normales. Et donc là, c'était un grand choc, une grande déception pour toute l'équipe qui s'est dit, mais en fait, ces dents de glace... c'est pas grand chose en fait. Et puis après je me suis dit oui, mais alors peut-être que son truc à Albert, c'est que le fait que ce soit des dents en glace qui fondent et qu'il faille sans arrêt recommencer, il essaye de compléter cette petite fille avec ses dents qui lui manquent, mais il le fait d'une manière irrationnelle qui fait qu'il est tout le temps obligé de les refaire et peut-être c'est ça qu'il cherche, qu'elle ait besoin de lui pour sans arrêt, et en même temps c'est aussi son fardeau, de devoir sans arrêt recommencer, d'être jamais capable de faire de cette petite fille une petite fille complète avec des dents qui durent. Voilà, je sais pas, c'est pas vraiment le sens qu'ont ces dents, mais il faut peut-être demander à Dr Freud. Sí, tenemos ahí al fondo. Pregunta. Bueno, normalmente no quiero abusar en la rueda de prensa, ¿no? Pero antes has comentado de la pandemia y realmente la pandemia está haciendo mucho daño en la humanidad, realmente, ¿no? Pero también en la cultura está haciendo mucho daño y la pregunta sería a Lucid, ¿cómo está la situación en Europa? En Francia, yo sé que en Francia ayuda mucho en el cine realmente, pero ¿cómo está la situación realmente? ¿Cómo lo ves tú? O sea, tal y como está en la pandemia, ¿cómo ves tú la situación del cine en Europa, en lo más cercano? Ouais, en tout cas, en France, oui, on n'est pas... Enfin, je veux dire, de manière générale, dans le monde entier, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Mais en France, le problème, c'est qu'effectivement, pendant un an, enfin, pendant très longtemps, pendant presque un an, oui, les cinémas étaient fermés. Voilà, les films ne sont pas sortis, ça a réouvert avec des jauges, ça a refermé. Donc effectivement, c'est très très dur de montrer les films en période de pandémie. Enfin, et par exemple, dans le système français où il y a pas mal d'aide à la production des films, qui vient aussi des billets vendus, d'une partie de l'argent qui est pris sur les billets. Dans la mesure où il y a tout d'un coup plus de spectateurs, il y a aussi moins d'argent de ce côté-là. Et ça, c'est une source de financement important pour le cinéma d'auteur en France. Donc ça va avoir des répercussions dans l'année qui va venir et peut-être pendant 2 ans au niveau de la production, et surtout le problème de la distribution, parce que voilà, les distributeurs, ils ont des tas de films à sortir et en retard, et ça s'accumule, et c'était déjà pas forcément très facile pour certains films d'être en salle, mais ça va être c'est difficile et ça va continuer à l'être, quoi. Et encore, je pense qu'en France, on a encore pas mal de cinéma, on a peut-être presque plus de chances que dans d'autres pays.
Voilà, mais en tout cas, il y a des festivals, vous êtes là, il y avait un public dans la salle, c'était génial. Il y a quelque chose qui recommence et voilà, pourvu que ça dure et que ça redevienne, ça prendra du temps, ouais. Sí, aquí tenemos. Sí, hola otra vez. Yo quería preguntar por una posible simbología, si es que la tiene, ¿no? del gato. ¿Qué significado puede tener? Que, por cierto, comentar, me ha hecho gracia en la sala, en la proyección, que casi ha llamado más la atención al público lo que se le hace al gato, lo que se le intenta hacer, que otro tipo de cosas que pasan a los personajes o los dientes, etcétera. Gracias. Ah ouais, bon, moi je pensais qu'ils auraient peur pour Mia, mais en fait le chat, ça appartient un peu à une tradition, je dirais, de conte gothique. Le chat, ça va avec le diable, et je crois que Albert, il a rencontré quelqu'un qui s'apparente au diable, et que le dentiste qui vient faire les belles dents de Mia, bon, d'une part, il amène un cadeau à la petite pour un compagnon, mais aussi, voilà, après, c'est un élément, je sais pas si on peut dire surréaliste ou illogique. On m'a dit, non, il y a quand même un truc dans cette histoire qui marche vraiment pas, c'est le dentiste qui amène un chat, c'est n'importe quoi. Bon, je sais pas, je tenais beaucoup à ce chat parce que je me disais, oui, c'est l'envoyé un peu diabolique qui vient avec le chat noir. Après, je vous rassure, le chat, il était très très content de ce qu'on lui a fait. On a eu un chat extraordinaire, d'ailleurs c'était 2 ou 3 chats qui étaient très faciles à étrangler. Et celui qui a été traumatisé de la scène, c'est Albert, c'est le comédien, c'est pas le chat. À la fin, d'ailleurs, on a tourné après la scène de la fin, quand le chat, dans la clinique, là, saute de joie en voyant Albert, et enfin, le chat a fait ça de lui-même. On a eu beaucoup de chance avec ce chat. Sí, teníamos ahí una pregunta. Ahí, yo solo preguntarle cómo supo que el sonidista era el adecuado. Sorry, I didn't. Can you say it again? Because I didn't get the translation. Sí, que cómo supo que estaba eligiendo al sonidista adecuado para transmitir lo que quería la historia. ¿Cómo sabía que el profesional era el adecuado para el trabajo? Parce que j'avais déjà vu des films sur lesquels il avait fait le son, le montage son. Je suppose que vous parlez du monteur son qui a travaillé la bande sonore après le tournage. Bon, il n'a pas entièrement travaillé tout seul. Il y a quand même eu quelqu'un sur le tournage qui a pris le son, d'une part, et après, effectivement, Ken Yasumoto, qui est le monteur son. En fait, j'ai vu des films qu'il a fait et je savais qu'il faisait des choses, qu'il pouvait faire des choses très intéressantes et que c'est quelqu'un qui pouvait vraiment comprendre l'atmosphère du film. Mais ça, c'est vrai avec tous les gens qui travaillent sur le film. Je sais pas, c'est intuitif, c'est des paris. On se dit, ah tiens, avec telle personne, ça va pouvoir marcher ou pas. Et franchement, là, j'ai eu beaucoup de chance sur ce film d'avoir une équipe qui a été vraiment très inventive et très motivée, et que ce soit à l'image, au son, la personne qui a fait les accessoires, l'accessoiriste par exemple, c'était quelqu'un qui était très très inspiré, très bon, et c'est pareil, c'est un cadeau du cinéma, du dieu du cinéma, d'avoir ces gens-là, quoi. Muy bien. Bueno, tenemos que ir terminando ya. No sé si hay tiempo. Vale, una última pregunta para terminar ya.
Yo quería preguntarle a la directora por sus distintas participaciones en San Sebastián. Desde el principio de su carrera ella ha presentado todos sus largometrajes aquí, ganó nuevos directores, luego con la primera película ganó también el premio del jurado con Evolution, el segundo largometraje. Y bueno, ¿qué espera ahora de su paso por San Sebastián y qué supone este festival en su carrera? Oui, j'étais très chanceuse à Saint-Sébastien et j'aime beaucoup venir ici. Je trouve que c'est un festival qui est très chaleureux, très convivial. Là, effectivement, cette année, c'est un peu plus spécial parce qu'il y a moins de gens, mais ce que je trouve super, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de public dans les salles qui viennent voir un peu vraiment du vrai public, c'est-à-dire pas que des professionnels, et qui viennent voir les films sans trop savoir ce que c'est, mais par curiosité. Voilà, j'étais... c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de films, mais je suis venue chaque fois ici. Et voilà. Et j'avais juste envie de vous dire enfin voilà, je suis très heureuse d'être ici. Je remercie beaucoup les gens du festival de m'avoir invitée ici. Et je suis très curieuse de voir la réaction de la presse parce que j'ai toujours eu de la très mauvaise presse ici. Voilà. Mais je suis contente que vous soyez ici et que vous nous ayez posé toutes ces questions avec beaucoup de bienveillance. Muchísimas gracias. Solo nos queda desearos mucha suerte con la película. Y bueno, solo os pedía un fuerte aplauso para Romane también, que la tenemos ahí. Bravo, Romane.